Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche pour cette nouvelle semaine, que vous avez plein d'énergie pour commencer la semaine, et j'espère parce que si c'est pas le cas, on va vous en donner ici, sur cette petite matinale. Je vois qu'il y a du monde sur Twitch, il y a du monde sur YouTube, excellent. J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à me dire un petit coucou dans le chat. Et bien ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite avec l'actualité cyber. Donc pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est un nouveau format qu'on essaye. L'idée c'est de faire tous les lundis matins, entre 8h et 9h, un petit live pour parler de l'actualité cyber. Idéalement quand les gens qui télétravaillent se réveillent et quand les gens qui travaillent au bureau sont dans les transports. Et le but c'est que ça vous fait votre veille cyber. Et c'est directement nous qui la faisons. Alors donnez-moi 2 secondes, je mets un petit message sur Twitter et sur LinkedIn. Hop. Et ces messages étaient prêts hier, donc c'est bon. Salut Lax. Vous m'entendez bien hein? Tu vérifies. Ouais, c'est bon. Et c'est parti. C'est parti. Alors, l'actualité cyber de la semaine. Non, c'est de la publicité mensongère, c'est pas vrai. Thomas et Emmanuel ne sont pas là. Ils devraient arriver dans quelques semaines. Voilà. Mais j'espère que ça se fera avec eux. On sait pas. Le programme de cette petite matinale, pour vous réveiller, d'abord on fait affaire les différentes actus de la semaine. Et à un moment, je m'adresserai un peu à ceux qui vont nous regarder sur YouTube en rediff. Si jamais je me chauffe à faire un montage. Mais j'ai peur que ces prochaines semaines ce soit un peu chaud pour moi. Ensuite on va faire un petit focus technique. Cette semaine le focus technique ce sera sur Hécatombe évidemment. C'est un outil qui a été développé par Processus Steve, qui est un confrère youtubeur. Ensuite on fait un petit concours de mèmes, n'hésitez pas à partager les mèmes que vous voulez. Enfin, on fait une petite méditation, et puis je l'ai mis en dernier, mais n'hésitez pas à partager si vous voulez parler d'un article en particulier, ou si vous voulez parler d'un sujet en particulier. Salut Wachi. Wachi. Et c'est parti. J'ai cliqué trop tôt. Ok, la grosse nouvelle du jour, c'est Uber qui a été piraté. Est-ce que vous aviez l'info? Merci, nickel. Tant mieux que je l'ai bien dit. Dites-moi si vous avez bien l'info. Pour Twitter, c'est un peu le truc qui a fait les gros titres cette semaine. C'est pour Uber, pardon. Oh là là. Pour moi aussi, c'est le matin. On va jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé avec Uber. Très rapidement, les premières infos à ce sujet. Ce qui est intéressant, alors... Ce qui est intéressant... Non, pas du tout. Ah. On va faire le tour dès maintenant. Ce qui est intéressant avec ce hack de Uber, c'est qu'on a vu la situation sous plusieurs angles. Celui de l'attaquant, celui de la compagnie Uber, et celui des employés qui ont découvert le truc au fur et à mesure. Et alors pour les employés, la première info qu'on a eue, c'était... ils ont eu un mail urgent qui leur disait d'arrêter d'utiliser Slack. Et très vite, à chaque fois qu'ils allaient sur un site, ils avaient une image
du hacker, un message du hacker qui les insultait copieusement. Alors, c'est là où ils se sont rendus compte que, bon, ils avaient peut-être été légèrement piratés, et effectivement, ils ont été copieusement piratés, et un autre truc public qui a montré qu'ils avaient été piratés, c'est que Uber paye les services d'une entreprise qui s'appelle HackerOne, qui sert à identifier les failles de sécurité dans ses produits. Et leur statut sur HackerOne indiquait, regardez, Uber a été piraté, ça veut dire que l'attaquant est domaine admin, admin d'AWS, admin de vSphere, admin de G Suite, et le compte HackerOne a aussi été piraté. Domaine admin, sur une entreprise, vous avez forcément une solution qui sert à gérer, disons, vous avez forcément un programme qui sert à gérer les identités, les privilèges, tout ça. Et on gère des entités, des organisations avec des domaines. Et donc évidemment, si vous êtes domaine admin, ça veut dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous avez tous les droits sur l'ensemble du réseau. C'est comme administrateur, sauf que c'est administrateur de toutes les machines. AWS admin, donc c'est admin de tout ce qui est dans le cloud. vSphere, c'est la virtualisation, ça veut dire en gros, il peut allumer, éteindre, supprimer des machines. Parce que maintenant, plus personne n'a des vrais serveurs, maintenant c'est beaucoup de machines virtuelles. Et G Suite, c'est Google Suite. Donc, grosse compromission, si c'est vrai. Si c'est vrai. Mais en tout cas, ce message est arrivé sur HackerOne, et on leur a dit arrêtez d'utiliser Slack. Et alors, pourquoi on leur a dit d'arrêter d'utiliser Slack ? Je vais essayer de vous retrouver l'image parce que c'est assez marrant. Voilà. Ok, je vais... On va aller regarder cet article aussi. C'est un peu le gros titre, parce que le piratage est assez impressionnant. Je bois du café. Il y a un problème. Il y a un problème. Attendez. Voilà. Il y avait un problème. Le corps de l'article parlait d'Ukraine. Non. Et je regarde juste si je peux retrouver la capture d'écran. Non, ils vont pas vouloir. Ok, tant pis. On va regarder rapidement cet article du Monde Informatique, donc qui nous dit qu'Uber a été piraté. On va le lire en diagonale. Hein. Donc il dit exactement la même chose. Le domaine Windows, ce que je vous ai dit pour gérer les identités, ce qu'on appelle le domaine, en fait, c'est gérer les identités des ordinateurs Windows. Là, on a une capture d'écran qui nous montre... On voit rien. On a une capture d'écran qui nous montre que sur leur Slack interne, et en fait, tous leurs workspace ont été bloqués par l'attaquant. Donc en fait, l'attaquant est vraiment rentré et a voulu tout casser. Il a voulu tout casser, il a voulu se faire détecter aussi. Ce qui est assez étonnant. C'est vraiment, en fait, c'est un peu un piratage très old school. Un peu du hacker qui veut montrer que c'est lui le plus fort et qu'il a réussi à pirater. Et donc, le monde informatique nous dit que ça inclut le domaine Windows, la console AWS, les machines virtuelles, VMware. Donc c'est tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Ils sont partis sans doute de la même capture d'écran que celle qu'on a vue à l'instant. J'espère qu'ils ont fact-checké quand même. Et voilà, et alors là c'est la capture d'écran que je recherchais.
L'attaquant a dit, voilà, j'annonce que je suis un hacker et qu'Uber a subi une violation de données. Et alors, ce qui est marrant, c'est que... Et qu'il n'y a pas de screenshot. Il n'y a pas de screenshot. Je voulais regarder ce screenshot. Ce qui est marrant, c'est que les gens pensaient que c'était une blague. Les employés sont mis à réagir au message du hacker en disant haha, énorme, une prank. Mais oui. Et en fait non, bah, c'est un vrai hacker. Et ils se sont vraiment fait pirater. Donc à l'heure actuelle, c'est un peu le feu chez Uber. Et alors, pourquoi je vous ai dit qu'on a plusieurs points de vue? On a le point de vue de la sécurité qui s'est rendu compte de tout ça à cause du message sur Slack et sur HackerOne. Et puis on a le point de vue du hacker aussi. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que le hacker a été contacté par le New York Times. Et il a raconté sa version de l'histoire. Et on va regarder ce qu'il raconte. Salut Matador. Et j'espère que tu vas bien. Tous ceux qui sont dans le chat, si vous aimez bien les maths, si vous aimez bien la musique, n'hésitez pas à aller faire un petit détour sur la chaîne YouTube de Matador et abonnez-vous, parce que c'est la grande qualité ce qu'il fait en termes de vulgarisation. Et si vous êtes musicien aussi, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait sur son autre chaîne YouTube, qui s'appelle 507 heures. Je prends tous les commentaires. En fait, ils sont vraiment intouchables chez Uber. Alors, ouais. Pourquoi ça a l'air un peu gratos comme commentaire, mais effectivement, en fait, Uber avait déjà été piraté et avait déjà eu plusieurs fuites de données. Et dans les années 2014-2016, ils avaient eu un comportement absolument terrible où ils avaient essayé de cacher tout ce qui s'était passé. Alors, je reviens, avant de vous montrer le point de vue de l'attaquant, je reviens sur le message, sur l'article du Monde Informatique. Parce que ils en parlent aussi. C'est pas la première fois qu'Uber est visé par des attaques informatiques. La plus grande remonte à 2016 et avait exposé des informations de 57 millions de personnes avec des numéros de téléphone, des permis de conduire de chauffeurs, etc. Sachant que je crois que pour les US, le permis de conduire c'est une pièce d'identité. Et donc c'est très impactant. Il y a des numéros de sécurité sociale, ce qui est très embêtant si ça fuite aux US. Et puis surtout, en fait, à l'époque, ils avaient essayé de le cacher. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils ils essayaient de le cacher, ils avaient... je crois que même qu'ils avaient payé des trucs pour que les gens ne le disent pas, donc... vraiment rien qui va, quoi. Et évidemment, ça avait fini par fuiter. Et on avait vu que non seulement ils étaient nuls en sécurité, mais en plus, ils prenaient ça pas du tout au sérieux, et qu'ils avaient un comportement... très problématique. Donc ouais, ils sont assez intouchables chez Uber, ouais. Du coup, les employés ont leak des trucs en plus en pensant que c'était juste un prank. Je crois pas que les employés aient leak des trucs vraiment, sauf le screenshot de ce message sur Slack. Slack, oh là là. Et je crois pas qu'ils aient leak des trucs en plus, mais en tout cas ils ont dit ils ont leak sur différentes plateformes comme Twitter. On a été piraté, etc. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu des choses sur d'autres plateformes comme Insta ou TikTok aussi. Je raconte juste l'histoire de l'attaquant. Du coup, on a eu on a eu le contact de l'attaquant. Tout ça est à prendre avec des pincettes, évidemment, parce que l'attaquant peut raconter n'importe quoi. Mais l'attaquant a dit, en gros, comment j'ai fait pour pirater Uber. Et bah, je me suis connecté sur le domaine. Alors, on peut peut-être refaire tout un schéma de l'attaque, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a dit notamment qu'il y avait une mauvaise gestion des mots de passe.
et que il a juste eu à se connecter sur le réseau, à chercher dans les fichiers qui sont partagés, dans les partages de fichiers. Et là, il nous raconte qu'il y avait des scripts PowerShell. Donc PowerShell, c'est un langage d'automatisation Windows. Et il y a le username et le mot de passe d'un admin. Et en utilisant ça, il a réussi à extraire tous les secrets. Ticotic, c'est un outil de gestion de mot de passe, de secrets. Voilà. Et on voit que le journaliste lui demande... je comprends pas trop pourquoi on voit très bien qu'il a écrit « How was this ?» et je comprends pas pourquoi il a anonymisé ça, mais c'est pas grave. Et donc il lui demande, mais c'était des mots de passe c'était des fichiers qui étaient exposés sur le réseau. Comment tu es rentré sur le réseau ? Et l'attaquant lui confirme, non, j'étais bien déjà sur le réseau, donc j'avais déjà bien rentré dans le périmètre de Uber. Et il lui précise, le journaliste lui demande comment tu es rentré, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait du social engineering ? Et exactement, le hacker lui répond. Donc c'est un hacker qui est très coopératif, qui a envie de savoir comment il a fait, qui a envie qu'on sache comment il fonctionne, etc. Donc c'est vraiment... le tweet s'appelle regardez, on a un rapport sur DFIR, ça veut dire investigation numérique et réponse à incident. Donc regardez, on a un rapport gratos sur l'incident du Uber grâce à l'attaquant. Donc, pour répondre à Mousse, c'est pas vraiment un mot de passe admin, c'est le mot de passe admin d'un outil qui sert à administrer les secrets. Et donc ça a permis de sortir tous les mots de passe admin. Ça a l'air bête, ça a l'air... moi, à chaque fois que je parle de mots de passe en clair dans des scripts, souvent les gens rigolent en disant ouais, ça arrive qu'aux autres, etc. Mais en fait, moi, sur moins d'une dizaine de missions de piratage d'entreprises comme ça, c'était le cas à chaque fois. Oui, pardon, Wadji, on va dire Wadji. Salut, pisse à la bière. Donc si on fait un peu tout la timeline de l'attaque, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais mettre concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? L'attaquant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait du social engineering. C'est un terme un peu général pour raconter comment on manipule les gens. Il a volé le mot de passe d'un des employés d'Uber même pas forcément le dark web, juste dans une fuite de données par exemple. Et il a voulu se connecter à son compte Uber, donc par exemple à au VPN. Il a voulu se connecter à sa place. Sauf qu'évidemment, normalement, il y a un truc en plus pour se protéger qui s'appelle le MFA. C'est-à-dire que peut-être vous avez ça si vous travaillez. Lorsque vous allez vous connecter sur votre VPN, non seulement il faut un mot de passe, un nom d'utilisateur et un mot de passe, mais en plus, il faut que vous acceptiez une petite alerte de sécurité sur votre téléphone. Et là, ce qu'il a fait, c'est que il a envoyé une centaine d'alertes en disant tiens, je vais te connecter, je vais me connecter, je vais me connecter, je vais me connecter, je vais me connecter. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe ? L'employé, il en a ras-le-bol. Et en fait, cette super fonctionnalité qu'est l'authentification multifacteur, en fait, ça marche très bien. Mais dans la limite où l'utilisateur a décidé de se protéger. Si l'utilisateur il en a juste ras-le-bol et qu'il dit bon vas-y j'accepte, c'est parti. Et le hacker il est rentré dans le réseau quoi. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Il a envoyé une centaine de requêtes. Et puis il a appelé l'employé en disant salut, je suis le service informatique de Uber. On a besoin de faire un dépannage. Est-ce que tu peux accepter cette requête ? Et le gars, d'un côté il en avait ras-le-bol. Et de l'autre, il se dit bon ok c'est le service informatique,
ok, en fait, c'est limite trop gros pour que ce soit pas vrai. Euh, bah, est-ce que vraiment un attaquant va envoyer 1000 requêtes et m'appeler derrière en disant bon, hé, tu pourrais m'ouvrir? Et bah ouais. Ça me fait un peu, je sais pas si vous connaissez le KEMS, ça me fait penser à ça quand on était plus jeune. Vous savez, pour le KEMS, on doit avoir un code secret. Et avec un copain, on se disait, allons, autant faire un truc trop gros pour que ce soit vrai, genre, on faisait des grands signes en disant, vas-y, dis KEMS, dis KEMS. Et à chaque fois, ça marchait parce que la personne en face se disait, mais c'est trop gros, évidemment que c'est pas ça leur signe. Sauf qu'en fait, si. Voilà pour ce petit hack d'Uber. Et donc, nous avons un attaquant très. Je sais pas si on peut dire qu'il est sophistiqué, mais. Il est. En fait, c'est très simple. Et il a tout cassé, il a vraiment tout piraté avec des méthodes aussi simples que ça. Voilà pour cet attaquant. Est-ce que vous avez envie d'en entendre plus sur ce hacker? Alors, apparemment, j'ai oublié de le dire, apparemment, il a 18 ans. Et donc, c'est un petit, vraiment, c'est un peu le mythe du jeune hacker qui sait tout faire, qui casse tout, juste pour le kiff. Est-ce que vous voulez entendre plus d'infos sur ce hacker? Parce que la bonne nouvelle, si vous voulez entendre plus d'infos sur ce hacker, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va passer à l'actu après, à la deuxième actu. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est le même hacker pour cette actu aussi. Parce que c'est le même exactement. Allez, je suis chaud, bah, let's go. Et bah il a fait un deuxième truc cette semaine, ce hacker. Non seulement il a piraté Uber, mais en plus, il a décidé de pirater GTA 6 et de faire fuiter le code de GTA 6. Et donc vous pouvez voir, c'est le même nom, Tipote. Et en plus, il a rajouté, parce qu'on a vu qu'il avait envie de savoir qu'on sache que c'était lui, il a rajouté Tipote Uber Hacker. Voilà, comme ça, au cas où on avait un doute, comme ça on est sûr que c'est lui. Donc, là c'est le poste... non. Là c'est le poste original, qui a été donc supprimé depuis. C'est simple, le truc, il a posté sur le forum GTA Forum, et le post s'appelle GTA 6 leak. Il y a des MP4, il y a des vidéos, il y a du code. Et on voit toute une discussion, et comme c'est très classique dans ce genre de situation, de gens qui disent bah, prouve-nous que c'est une vraie fuite de données et que c'est pas du bullshit que tu essaies de nous vendre. Parce qu'évidemment, ce qui se passe, c'est que le hacker, quand il a accès à une fuite de données comme ça, il va pas la diffuser pour le plaisir. Le but, c'est de la diffuser pour de l'argent. Et pour le plaisir, évidemment. Et ouais, ça t'en a entendu parler, Wadji. Pourtant, ça c'est tout frais, hein. Ça c'est hier soir. Et donc là, on voit donc sur le forum plein de discussions. Les gars lui disent. Y a plein de gars qui lui disent est-ce que tu pourrais mettre plutôt un screen de telle fonction, de tel bout de code. Et puis il y a même un gars qui bosse chez Rockstar qui a l'air de confirmer. Là, il poste un screenshot. Mais vous voyez plus mon écran en fait. Je fais n'importe quoi moi. Je vous montre mon écran depuis tout à l'heure. Je m'agite vraiment dans le vide en fait. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que Tipote Uber Hacker, donc Tipote c'est le même que sur celui de Uber, hein. Il y a Tipote. Et là, il a rajouté à son nom Uber Hacker pour qu'on le prenne au sérieux. Et
Et voilà, on voit, tiens j'ai un doute. Et là donc il fait fuiter des captures d'écran donc du futur jeu. Voilà. Si vous allez jouer à GTA, bah, il y aura peut-être cette scène au bord d'une piscine. Et donc ce qui est intéressant c'est qu'il montre aussi qu'il a accès au code source et qu'il a accès à l'environnement de debug. Un petit... oh là... Un petit article de TechCrunch qui nous dit, voilà... le jeu GTA est super attendu et il y a une fuite de données qui montre que... qui montre qu'il y a 90 vidéos. Ils confirment que c'est bien la même personne que le... Enfin, ils disent c'est apparemment la même personne que Uber. Et ça a l'air légitime. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que tout a été enlevé, donc ça veut dire que Rockstar a réagi très vite en faisant supprimer les vidéos de YouTube et des différentes plateformes d'hébergement. Voilà. Ok, je pensais que c'était pas fini. Ok, j'avais pas compris que c'était à ce moment-là. Donc là, l'article termine en nous disant Rockstar avait publié les crédits pour GTA V, ce qui peut montrer qu'ils avaient terminé le développement et commencé à se diriger vers la préparation du 6. C'est dommage de se faire pirater aussitôt sur la préparation d'un truc comme ça. Voilà pour ces deux petites premières actualités. On a passé plus de temps sur Uber parce que c'était plus intéressant et c'était plus marrant quand même. Rapidement pour la suite des actualités, Microsoft Teams stocke ses jetons d'authentification en clair. Et ça c'est une très mauvaise chose parce que c'est des jetons qui peuvent servir à s'authentifier et qui peuvent être facilement récupérés par un attaquant qui est sur le réseau, sur la machine. Et ce qui est intéressant, c'est que comment dire, d'un point de vue de l'attaquant, moi vous me dites tu es sur une machine, bah, je vais d'abord regarder, soit j'essaie de passer administrateur de la machine pour extraire tous les secrets, soit je peux regarder déjà si je peux pas faire des choses sans être administrateur. Et là, avec ce système avec cette vulnérabilité dans Teams, et ben, ce qui serait intéressant serait de voler les identifiants de mes victimes dans Teams, et là j'ai même pas besoin d'être administrateur. Je peux le faire directement. Et en volant les identifiants d'une personne sur Teams, eh bien, je peux très facilement pivoter, c'est-à-dire je peux très facilement envoyer un message à d'autres gens pour leur dire bah, regardez, connectez-vous sur telle page et je leur envoie un lien de phishing, ou alors je peux leur envoyer comment dire, un programme malveillant et à ce moment-là, bah, en fait, vu que ça vient de leurs collègues, ils vont beaucoup moins se méfier. Et le potentiel de pivot par ingénierie sociale est absolument terrible. C'est-à-dire que vous vous méfiez pas d'un message sur Teams, souvent. Voilà, très rapidement, pourquoi cette vulnérabilité ? Parce qu'en fait, le client Teams, c'est ce qu'on appelle un client Electron, voilà, et framework Electron. Electron, en gros, c'est un outil à part, mais qui en fait fait la même chose que ce que ferait un site web. Et donc c'est juste pour avoir, en gros, un site web comme un programme différent. C'est ça que fait Electron. Et en fait, Electron, c'est quand même souvent très lourd et et pas très bien sécurisé comme framework, parce que il n'y a pas toutes les protections qu'un navigateur pourrait offrir. Parce que les navigateurs, en fait, ils ont quand même de l'expérience, ils savent comment protéger des secrets d'authentification, donc c'est pas du tout... c'est beaucoup plus mature que ce framework-là.
Voilà. Et donc, Microsoft dit que cela que c'est pas un problème, c'est pas une vraie vulnérabilité, parce que la vulnérabilité, c'est plutôt si quelqu'un accède à l'ordinateur. Ça, c'est... Si je puis me permettre, ça c'est un peu le double discours de Microsoft qui est très classique, qui dit non mais c'est pas une vraie vulnérabilité, la vulnérabilité c'est si vous protégez mal votre réseau. Sauf qu'en fait votre réseau c'est quoi? C'est un réseau Microsoft. En fait, eux derrière, ils ont d'autres vulnérabilités côté authentification qui permettent à un attaquant de pivoter sur le réseau, etc. Donc je suis toujours un peu étonné par ce genre de déclaration parce que les produits Microsoft sont quand même un peu vulnérables par défaut. En tout cas, tout ce qui est authentification et gestion de l'identité dans le réseau. Salut, ces tickets d'hôtes sont utilisables dans un environnement Active Directory ou c'est le même compte utilisé pour Teams et ton compte du domaine utilisé pour les PC d'entreprise? Je crois pas que c'est lié à Active Directory dans tous les cas. Ça pourrait être lié à Office 365. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, il y a Active Directory qui est la solution d'authentification et de gestion des droits locale qui peut être hébergée par l'entreprise dans les locaux vraiment. Et Office 365, c'est tout ce qui est suite Microsoft Outlook, Microsoft Word, Excel, etc. dans le cloud. Et donc c'est une authentification légèrement différente. Et Teams, c'est plutôt du domaine Office 365. Donc effectivement, c'est une bonne question. Est-ce que on peut avoir à tout ce qui est Outlook, accès à tout ce qui est Outlook? Et oui, c'est oui. C'est un oui. Je prends du café parce qu'après il sera froid. Après, l'avantage d'Office 365 et de tout ce qui est cloud, c'est que souvent l'accès est beaucoup plus séparé que tout ce qui est dans l'entreprise. Parce qu'en fait, chaque service, c'est un site web différent, et donc tu as une authentification unique, mais en fait, chaque service, c'est un site web. Et donc là, j'ai l'impression que la conclusion... c'est que tu as accès à beaucoup de choses. Là, il parle de SharePoint, Outlook et Teams, mais pas à tout ce qui est Office 365. Si c'était Office 365, tu pourrais tout faire. Tu pourrais accéder à tout ce qui est Word, tu pourrais accéder à tout ce qui est mail en ligne, message en ligne, OneDrive, tu pourrais accéder à tout ça. Après, on va pas se mentir, hein. Combien même tu aurais accès à tout, le plus impactant, c'est SharePoint, Outlook et Teams. Et là, c'est le cas. Donc ça reste quand même une grosse vulnérabilité. Sachant que Teams, c'est très très utilisé quand même en interne, etc. Donc ça, c'est un vecteur de pivot pour un attaquant qui est absolument incroyable. Je sais pas si ça répond à ta question, Baracus. Le calendrier aussi, ouais. Carrément. Calendrier, les contacts aussi. Mais surtout, pour moi, le plus important, c'est les messages. En fait, Teams, quand t'as un collègue qui t'envoie un truc, tu penses pas à te méfier. Et si t'en as, soit c'est flagrant et l'attaquant m'envoie hey, look at this video, you're inside it. Alors que c'est un collègue avec qui je parle en français, tu vois, évidemment, je clique pas. Par contre, si l'attaquant il est un peu malin, il va regarder quels sont les collègues avec lesquels je parle, comment est-ce qu'on parle, et il peut par exemple renvoyer un fichier qui a le même nom que le dernier fichier qu'on s'est échangé, et dire attendez, il y a une erreur dans le dernier truc que je t'ai envoyé, et ça peut être un truc malveillant. Ok, on passe à la suite, parce qu'il est 36, et on va parler de la crime.
évidemment. La crime, qu'est-ce qu'il a fait, ce mot à crime? Eh bien, il a mis son dernier album sur une clé USB et il a annoncé qu'il l'avait caché dans Paris. Et il a mis sur Instagram la photo de cette clé USB 16 Go avec la clé. Il a dit voilà, je vais déposer la clé USB dans Paris, premier arrivé, premier servi. C'est pas une super idée. Parce que ça fait des années que tout le monde dit attention, récupérez pas n'importe comment les clés USB. C'est pas une bonne idée. Il peut y avoir des fichiers malveillants dessus. Ça peut être une super technique pour faire en sorte que les gens... ça peut être une super technique pour répondre à un logiciel malveillant. Tu le mets juste sur une clé USB qui a la même tête que celle-là, tu la caches dans Paris, et puis là tu en fais un super spreader, un super répondeur de virus. Et concrètement, aujourd'hui, je précise juste ce point parce que ce soit bien clair, tu as plus de clés USB. Disons, c'est très rare d'avoir encore des attaques par des trucs qui s'exécutent automatiquement sur les clés USB. C'était le cas il y a quelques années, c'est plus le cas aujourd'hui, parce que Microsoft a compris que c'était pas une super idée. Par contre, tu peux très bien appeler comment dire, ce fichier, la chanson Karimb qui est super attendue apparemment. Tu peux très bien faire un karimb.exe et tu peux être sûr que le gars qui a vraiment envie de trouver la clé, il va cliquer sur Karimb et il va exécuter le programme. C'est une excellente comparaison, Baracus. Moi, spontanément, j'aurais pas pensé à cette comparaison, mais c'est une excellente comparaison. Baracus nous dit c'est comme laisser une seringue qui aurait piqué un gars qui a le sida et l'a planqué dans le sable d'un jardin d'enfants. Ouais, voilà. Ça va pas sauter fondamentalement sur quelqu'un, mais tu peux être sûr que quelqu'un qui est motivé, il va trouver un enfant, va trouver la seringue, et en fait il risque de se piquer avec sans faire exprès. Et tu peux être à peu près sûr que ça va arriver. Et là, c'est un peu le cas aussi. Typiquement, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des programmes genre Crypto Stealer qui se répandent sur des clés comme ça. Voilà pour quand même. Ce qui est dommage aussi, c'est que ouais, c'est trash, ça parle, c'est ça. Ce qui est dommage, c'est que du coup, toute la sensibilisation que les gens de la cybersécurité ont fait, elle part un peu en fumée parce que le mec qui a vraiment envie de découvrir la chanson de son rappeur préféré, il va cliquer dans tous les cas, quoi. Après, ce qui m'a fait un peu remonter le moral, c'est que ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, les gens réagissent. Voilà, je sais pas qui est Khalil, qui est à Nice, mais en fait, quand on regarde les réponses, il y a beaucoup de gens qui répondent. Alors lui, il répond avec un truc intéressant aussi, qui dit le mec qui va la trouver, il va effacer le fichier, il va remplacer avec des tableurs Excel et des photos de ses gamins. Oui, c'est vrai. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de monde qui répondent, voilà, des bouts qui vous mettent des clés comme ça avec des virus dedans. Voilà, il y a d'autres arnaques aussi, il y a d'autres mecs, des petits rappeurs qui pourraient mettre leur son à eux pour essayer de se faire connaître. Donc ce qui est intéressant, c'est que toutes les réactions, il y en a beaucoup qui se méfient quand même. Donc ça me fait un peu garder confiance. Voilà pour cette petite actu. Qu'y a-t-il ? 8h41, on est bon. Dernière actu de cette petite matinale, c'est Mandiant qui a été racheté par Google. Si vous travaillez dans la cyber, vous connaissez sans doute les deux entreprises de nom. Mandiant, c'est une entreprise qui est là depuis longtemps, qui est très réputée et qui fait beaucoup de travail sur les hackers qui sont très avancés, ce qu'on appelle les APT. Et donc ils sont très bons en ce qu'on appelle Threat Intelligence, ou CTI.
Et Google, bah, c'est Google. L'avantage qu'ils ont, Google, c'est que comme ils maîtrisent énormément de services, comme des gestions de publicité, des gestions de trafic, des trucs réseau, de l'hébergement, des clouds, mais aussi des messages, des adresses mail. En fait, ils ont une capacité d'aller chercher des infos qui est super intéressante. Et donc ça va vraiment intéresser, je pense, les travailleurs de Mendiante, qui vont être super intéressés d'avoir accès à toutes ces capacités de renseignement. On regarde l'article de ZDNet. Mendiante spécialisé dans le renseignement sur cybermenaces, voilà, doit amener son expertise pointue à Google Cloud. Donc effectivement, c'est une expertise qui est très axée sur les attaquants sophistiqués. Voilà. Et effectivement, Mendiant avait été racheté par FireEye à un moment. Voilà. Et ils ont des flux de threat intelligence, donc ce sont des choses qui vous renseignent sur les attaquants, qui vous disent par exemple, je sais pas si vous êtes une industrie, vous produisez des voitures, et bah ils vous préviennent quand il y a des vagues d'attaques qui ciblent les fabricants de voitures ou de pièces pour voitures. Voilà, c'est une grosse boîte américaine, hein, qui est bien connue et qui est bien réputée. Voilà pour cette petite actu. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est moi je fais ma veille beaucoup sur Twitter, et ce qu'on peut peut-être partager, c'est quelques mèmes. Ouais, alors lui il est très drôle, mais j'ai pas très bien compris. C'est les mails, du coup, les employés de Google découvrent Mendiante, et apparemment les mecs de Mendiante sont très bons en même. Et ils s'appellent les Mandougleurs. Voilà. Donc ça, c'est tous les employés de Mendiant qui ont fait des rapports sur les attaquants sophistiqués. Et là, ils vont pouvoir faire du rétro-hunting, c'est-à-dire que sur leur rapport précédent, ils vont pouvoir aller chercher des informations en plus grâce aux capacités de Google. Ça, c'est pour la fin. Ça, je regarde pas Parks and Recreation. Ça, c'est pareil, les mecs de Mendiante qui en ont ras-le-bol, qu'on dise toujours ouais, on découvre que c'est une nouvelle forme de backdoor, etc. En fait, dans 99,9% des cas, c'est un outil qui s'appelle Cobalt Strike, qui sert à faire absolument tout ce que vous voulez sur des ordinateurs, les prendre à contrôle à distance, qui est très puissant, très utilisé, et qui est très utilisé par les attaquants. Et à chaque fois, dès que un rapport d'une entreprise dit c'est une nouvelle forme de backdoor, et bah souvent c'est un nouveau module de Cobalt Strike. Et c'est du code qui est chargé via Cobalt Strike. Sur le hack de Uber, c'est un peu un mème un peu plus général. C'est sur les attaques par social engineering. Le principe des attaques par social engineering, c'est que tu peux pas les stopper, quoi. La seule manière de stopper, c'est de faire de la sensibilisation très largement et beaucoup. Et c'est finalement un peu ce qu'on fait sur cette chaîne. C'est un peu le principe de cette chaîne. N'hésitez pas à me partager si vous voulez parler d'articles en plus, avant qu'on fasse les dernières rubriques. N'hésitez pas à me partager des articles, des mèmes, des trucs que vous voyez. Pardon. Je pensais avoir coupé mon micro.
Je regarde rapidement les chats. Ah bon, il y a plus de monde sur YouTube que sur Twitch. Rapidement pour la suite de notre petit programme. J'ai perdu ma fenêtre. Où est-ce que je suis? Ouais, un petit focus technique. Allez, il est 47, il nous reste 13 minutes de stream. On va faire un petit focus technique sur un outil qui s'appelle Hécatombe. Évidemment que je vais parler d'Hécatombe, parce que si vous regardez bien, Hécatombe, c'est un outil qui a été développé par Processus-Sif, qui est un confrère youtubeur, qui est là depuis bien plus longtemps que moi. Qu'il n'ait pas l'impression que je dise que c'est un vieux de la vieille. Et il a eu besoin, mais il est là, il est dans le chat. Waouh! Incroyable, salut à toi. Et donc on va parler un petit peu de son outil, et donc on a son créateur qui est dans le chat, donc big up à lui. Et évidemment, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il a fait une vidéo pour en parler, pour le présenter, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et à vous abonner, évidemment. Et donc Hécatombe, alors là, j'ai un peu la pression, parce que si je dis une bêtise, je me fais engueuler. Hécatombe, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour faire de la post-exploitation. L'idée, c'est qu'une fois qu'on est administrateur du domaine, donc pour ceux qui étaient là au début, le domaine, c'est dès lors qu'on gère une entreprise, un parc d'ordinateurs sous Windows, on va essayer de les gérer tous au même endroit avec un même programme qui va dire qui a le droit de faire quoi, etc. Et donc le but du hacker, c'est évidemment de compromettre ce programme-là pour être un peu le roi du pétrole et de toute l'entreprise. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est devenu administrateur du domaine, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on récupère les informations qu'on veut ou qu'on a l'impact qu'on veut? Et par exemple, souvent, là il parlait dans sa vidéo d'un exercice Purple Team, souvent dans un Red Team ou un Purple Team, ce qui est intéressant, ça va être de se concentrer sur des trophées. Par exemple, se dire, le but, ça va être d'accéder au mail du patron. Salut Baracus. Ah, mais Baracus, tu es passé de YouTube à Twitch. Parce qu'il te salue, il saluait Proc, mais sur YouTube. Après, j'étais sur Twitch. L'idée, ça va être d'aller chercher des informations ou un impact qui va être impactant. Comme par exemple déployer un ransomware ou voler des informations sensibles. Et parfois, les informations sensibles, c'est l'accès à un site. Ou l'accès à certains services qui ne sont pas strictement dans le domaine Windows. Et ce qui est intéressant, donc, c'est, avec cet outil, non seulement d'aller récupérer les secrets qui sont en mémoire de l'ordinateur, qui sont dans le coffre-fort de secrets de Windows, mais en plus, ça va être d'automatiser non seulement la récupération des secrets de tous les utilisateurs d'une machine, mais de faire ça pour toutes les machines. Et donc, si j'ai bien compris, comment fonctionne cet outil? C'est qu'il va aller interroger l'annuaire, donc l'Active Directory, donc ce programme qui gère tout, pour savoir quels sont les ordinateurs, quels sont les réseaux. Et puis pour chaque réseau, il va aller contacter ces ordinateurs il va aller contacter chacun de ces ordinateurs avec des secrets qui sont dans l'Active Directory. Et il va récupérer automatiquement, il va dumper tous les secrets. Voilà. Donc là, on voit de la capture d'écran qui est fait sur un lab assez réduit. J'ai l'impression qu'il y a 3 machines. Voilà. Mais il faut imaginer ça avec une vraie entreprise avec 5000 machines. En fait, tu automatises complètement toute la récupération de tous tes secrets, de tout le monde, quoi. Moi, souvent, pour expliquer ce que c'est vraiment de compromettre l'Active Directory, j'explique que ça permet de récupérer
tous les mots de passe du domaine. Mais effectivement, il faut les casser, donc en fait tu récupères pas directement ces mots de passe. Et là, en fait, tu récupères tous les mots de passe, et même pas que les mots de passe Windows, tu récupères beaucoup plus de choses. Et c'est exactement ce que tu dis, Proc. Tu parles des identifiants. Tout à l'heure, on parlait des identifiants de Teams qui sont liés au compte Office 365. Et bien là, Hécatombe permet de récupérer tous ces identifiants dans Outlook. Donc, on récupère les mots de passe de Outlook. Et effectivement, et c'est ce que je me disais, c'est que c'est vraiment top pour pivoter très facilement sur l'environnement cloud. Parce que là, on parle beaucoup donc, de Active Directory, qui est tout ce qui est environnement un peu classique, hein, le réseau d'une entreprise. Souvent, c'est des trucs qui sont hébergés par l'entreprise. Souvent, c'est différent de tout ce qui est dans le cloud. Et là, avec Hécatombe, ça va être super intéressant pour aller chercher tous ces identifiants Azure qui nous permettent de pivoter et d'aller chercher des choses dans le cloud. Donc vraiment gros travail. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la même syntaxe que des outils, les outils d'Impacket, qui sont très utilisés par les attaquants. J'ai vu un commentaire qui parlait de DonPapi, je sais pas comment on est censé le prononcer. Et effectivement, si je me souviens bien de ta réponse, j'ai l'impression que la différence, c'est que là, tu as une partie qui est vraiment automatisée, vraiment récolte, quoi. Vraiment, c'est parti, c'est les vendanges, c'est la récolte, on va moissonner tout le domaine. Ouais, voilà, DonPapi prend uniquement en paramètre une range d'IP et Hécatombe prend depuis LDAP, donc ça veut dire que effectivement tu peux automatiser la récolte de tous les réseaux, quoi. Voilà. Alors, si tu veux faire un petit focus sur comment ça fonctionne, en gros, ça utilise cette API qui est DP API. Et DP API, c'est ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de stocker les mots de passe, les secrets d'un utilisateur, et en fait, ça les chiffre. Avec une clé symétrique. Cette clé, elle est présente localement. Et c'est une clé qui est générée, si j'ai bien compris, c'est une clé qui est générée automatiquement avec un secret qui est aléatoire. Et cette clé, elle est stockée chez l'utilisateur, dans les dossiers. Par contre, elle n'est pas stockée en clair. Elle est protégée par un mot de passe, qui est en gros le secret d'utilisateur, c'est-à-dire son mot de passe. Et oui, et c'est pour ça que j'ai pris Actrix. Donc si vous voyez ici, donc Actrix, c'est un guidebook qui est très classique si vous faites du pentest. Vous avez plein d'infos dessus. Et vous voyez qu'il parle de DP API, donc c'est pour ça qu'on est dessus. Il parle de comment ça fonctionne, les clés, la gestion des clés, la gestion des coffres forts. Et puis, il cite deux outils, Hécatombe et DonPapi. Je vais appeler DonPapi parce que c'est marrant. Et donc, pour finir juste sur DP API, en gros, cette clé, elle est en local sur l'ordinateur, mais elle est chiffrée par le mot de passe de l'utilisateur. Et le mot de passe, vous ne l'avez pas forcément. Peut-être que vous avez volé un hash, c'est-à-dire une empreinte du mot de passe, mais vous n'avez pas forcément le mot de passe lui-même. Par contre, on peut aussi, si j'ai bien compris, la déchiffrer avec une clé qui, elle, est stockée dans l'Active Directory. Donc si vous avez compromis le domaine, si vous êtes administrateur du domaine, ça veut dire que vous avez les droits sur l'Active Directory et vous pouvez extraire cette clé, qui est le fichier PVK, il me semble. Et c'est ça, si j'ai bien compris, qu'utilise Hécatombe pour aller déchiffrer. Si j'ai bien compris, tu n'hésites pas à me corriger, Proc, si je dis une bêtise. Et donc ça veut dire qu'une fois que vous avez compromis le domaine, vous pouvez aller chercher sur tous les ordinateurs, déchiffrer les clés et déchiffrer tous les messages. Voilà. Parce que les privilèges de l'administrateur du domaine, c'est pas assez. Il faut tout
Il faut tout hacker. Yes, dans un domaine, c'est chiffré avec la clé publique du DC. Le fichier PVK tu exploires du domaine contient la clé privée du DC. C'est cohérent avec ce que j'avais compris. C'est validé. Ok. Bon, il nous reste 3 minutes. J'essaie de respecter les horaires. Hein. Je sais que c'est pas toujours mon point fort en stream. Donc j'essaie de respecter les horaires. Ce que je vous propose... je suis perdu. C'est... s'il y en a qui veulent parler d'un sujet particulier, n'hésitez pas à le passer dans le chat. Sinon, c'est de faire ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est de faire une méditation. J'ai complètement piqué l'idée à Os Politique, à sa super matinale. Merci d'avoir parlé de l'outil, c'est sympa. Et bah, de rien, t'inquiète pas. Déjà, c'est sympa d'avoir développé cet outil tout court. Et à mon avis, ça va être très, très, très utile. Et puis on est là aussi pour partager ce que font les confrères. Donc, si vous voulez, si vous êtes chaud, on se fait une petite méditation. Et alors je vois, première fois sur le chat, c'était la première fois sur de Pisse à la bière, Processus, Baracus, Sizik. Salut Sizik. Ce que je vous propose donc, c'est de faire une petite méditation dans les 2 minutes qui nous restent. On va baisser la musique. 8. Attention. C'est parti. Est-ce qu'on entend la musique ? Voilà, alors on va faire une petite méditation. N'hésitez pas à fermer les yeux. On va imaginer qu'on est sur un océan. Et cet océan, il est liquide et il est riche. C'est un océan de... Vous êtes dans un espace, vous plongez dans cet océan et vous êtes dans un espace. Et dans cet espace, il y a des paquets. Vous voyez passer des paquets TCP. Vous suivez tous ces paquets, vous êtes là, vous observez. Vous êtes devenu une entité cyber. Et vous regardez chacun de ces paquets. Il y a des paquets qui viennent des tweets de Processus SIF. Il y a des paquets qui sont des scans qui viennent des quatre coins du monde. Il y a aussi des paquets qui servent à transmettre des informations, des vidéos. Évidemment, il y a beaucoup de paquets que vous ne pouvez pas comprendre parce qu'ils sont chiffrés avec TLS. Mais c'est comme ça, c'est comme la méditation. Vous les laissez glisser, ces paquets. Voilà, ils sont ni bons ni mauvais. Ils sont là. Et alors vous voyez passer soudain un énorme scan. C'est un scan qui recherche une vulnérabilité particulière. Et alors vous décidez de bloquer ce scan par la seule force de votre pensée. Vous méditez toute votre énergie. Vous la mettez dans votre esprit pour bloquer ce scan. Et vous devenez un peu le pare-feu du monde cyber. Et vous sauvez la planète par la même occasion. Voilà, vous avez réduit ce scan, vous le renvoyez à son utilisateur. Et en fait, c'était une petite machine virtuelle Kali qui faisait le scan. Et en fait, comme vous lui avez tout renvoyé dans la figure, et ben la machine crash. Et vous avez vaincu du pirate informatique. Voilà, ça part un peu n'importe où, donc on va s'arrêter là.
Il est 9h01 et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente journée. C'était la petite méditation cyber. J'espère que cette matinale vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de la refaire toutes les semaines. Je méditais sur mon oreiller, ouais, alors tant mieux pour toi. Moi je vais aller travailler. Je l'ai dit, quelle est la part de combien décidé, c'est chiffrer tout ça. Et bah oui, il y en avait certains qui étaient chiffrés avec TLS. Voilà. L'idée c'est de faire une méditation absurde qui parle de cyber. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à follow. Et je vais essayer de faire cette petite veille toutes les semaines. Et l'idée, ça va être de prendre le temps de lire des articles cyber plus ou moins techniques. À la fois de faire un truc qui est ouvert au grand public et à la fois de se pencher sur des articles bien techos. Et voilà, et prochain rendez-vous sur cette chaîne, je crois qu'il n'y a pas de stream cette semaine. Et du coup, c'est la prochaine matinale, la semaine prochaine. C'est sympa comme format, dommage qu'il n'y ait pas plus de monde. Ouais, ça va venir. Ça va venir. En tout cas, moi je trouve ça toujours très sympa. Donc je vais continuer parce que ça fait bien marrer. Donc merci à tous. Je vais lancer un petit raid. Je vais couper pour YouTube. Et je vais lancer un petit raid pour Twitch. Voilà, salut YouTube. On vous fait des bisous. En tout respect des gestes barrières, évidemment. Et bonne journée. Voilà, alors, je lance un petit thread, je regarde s'il y a du monde, il y a Nowtech. Ouais. Et ben on peut aller chez Nowtech. Voilà. Qui fait une petite matinale aussi.